Ariel Picard, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes haut fonctionnaire économiste au sein du ministère israélien de la Santé. Alors avec vous, ce matin, en cette veille de Shabbat, nous allons d'abord parler, on va parler des deux sujets qui ont préoccupé les Israéliens durant cette semaine, c'est-à-dire l'épidémie du corona avec l'acheminement, le retour des Israéliens qui étaient à bord de ce fameux paquebot contaminé et d'un autre côté, la campagne électorale à 10 jours maintenant des élections législatives. Alors on va commencer par la santé publique. Vous êtes, je vous le disais, donc haut fonctionnaire au sein de ce ministère et on a le sentiment que quelque part, même si fort heureusement, et bien pour l'instant il n'y a toujours pas de cas de coronavirus qui ont été recensés en Israël, et bien le ministère prend des dispositions pour éviter une éventuelle épidémie dans le pays. Et quelle est la politique, quelle est la stratégie du ministère dans le cadre de cette épidémie? La stratégie du ministère, c'est de prendre toutes les précautions, même si celles-ci peuvent paraître de temps en temps peut-être exagérées, pour éviter une épidémie. Vous savez, en Israël, la densité de la population en Israël est assez dense. Il pourrait y avoir très facilement, au cas d'un cas, une contamination assez généralisée. Enfin, pas de façon totale, mais enfin, disons... il y a des risques, quoi. Il y a des risques. Donc le ministère a préféré prendre des précautions qui peuvent paraître peut-être sévères, mais qui sont à mon avis nécessaires pour que s'il devait y avoir des cas de coronavirus, on ne demande pas des comptes au ministère. Pourquoi vous n'avez pas pris toutes les précautions? Vous savez qu'en Israël, on a toujours l'habitude, dès qu'il y a un problème d'attaquer tout de suite le gouvernement, d'attaquer tout de suite les ministères. Parce qu'ils font pas assez. Parce qu'ils font pas assez. Alors peut-être que cette fois-ci on en a fait plus, ou que ce qu'il fallait faire, surtout que lorsqu'on voit que, je parle par exemple du cas de demander l'isolement des touristes revenant de Thaïlande par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas demandé dans la plupart des pays européens. Mais et en plus c'est quelque chose qui est difficile à concrétiser. Oui, surtout parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens. La Thaïlande est un pays très visité, très prisé par les Israéliens. Ceci étant dit, d'abord, c'est peut-être une décision qui va être majorée ces jours-ci, c'est ce qu'on a cru comprendre de notre ministre Litzman, mais je crois que de nouveau n'oubliez pas que les Israéliens ont tendance un peu ce sont des gens exotiques qui ont un peu tendance à aller un peu se promener un peu partout, je veux dire même dans des endroits qui sont peut-être pas toujours protégés, je parle au niveau urbainement parlant, donc il y avait une véritable tentation de la part du ministère de mettre un frein et d'éviter toute possibilité, tout cas de contamination. Et bon, donc ces décisions ont été prises. C'est vrai qu'il y a eu des débats, tous les ministères, je sais qu'il y a eu un débat entre les différents ministères. Je sais que le ministère des Affaires étrangères était moins, disons, enthousiaste à interdire, par exemple, à donc demander cette isolation des gens qui revenaient de Thaïlande ou des autres pays limitrophes à la Chine, parce que ça peut mettre en cause les relations les relations amicales qu'il y a entre ces pays-là et Israël. Le ministère de l'Intérieur qui a posé certaines questions, comment peut-on véritablement vérifier à l'entrée du pays qui vient de Thaïlande et tous les gens qui prendraient disons qui ne reviendraient pas directement de Thaïlande et qui passeraient par un pays tiers avant de revenir en Israël. Tout ça sont des choses difficiles à vérifier. Donc il y a eu des débats. Ceci étant dit, le ministère de la Santé a considéré que il fallait prendre cette éventuelle épidémie de coronavirus le plus au sérieux possible. Comme vous le savez, on a déjà préparé des endroits d'isolement pour ces gens-là qui vont revenir du paquebot demain. Aujourd'hui, dans la matinée. Dans la journée, oui. Et puis, vous savez que il devait y avoir un plus grand nombre de gens qui seraient atteints par le coronavirus, il y a dans chaque hôpital
des salles qui ont été déjà réservées pour l'isolement de ces gens-là. Et puis si, Chas v'Shalom, il devait y avoir véritablement plus de 1000 personnes atteintes, il y aurait même un hôpital complet qui pourrait être consacré pour l'isolement de ces gens-là. Donc véritablement, il y a tout un programme qui a été décidé par le ministère. C'est un peu, vous savez, l'habitude en Israël. On est face à tellement beaucoup de dangers, etc., qu'on a peut-être plus l'habitude que les pays européens, que nos voisins européens, de se préparer à d'éventuels dangers. Il y a ce côté, je dirais, ce matzafrerum. Oui, c'est un peu une obsession, mais ce côté matzafrerum, je ne sais pas comment traduire ça. Ce côté urgence dont on est habitué. Voilà, donc les choses vont plus vite que dans les pays européens ou même en Amérique du Nord. Bien, il ne nous reste plus qu'à espérer que finalement tout rentrera rapidement dans l'ordre et que cette épidémie ne se propagera pas en Israël, en tout cas. En tout cas, on a d'autres préoccupations que le coronavirus également en Israël, puisque nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, à 10 jours des élections législatives, de ces 3e élections législatives en moins d'un an, puisque la première était le 9 avril dernier. Alors, bien entendu, nous aurions aimé avoir votre expertise, vos commentaires sur ce qui se passe actuellement. Comment vous expliquez que malgré tout, en dépit de tout ce que Binyamin Netanyahou a fait au cours des dernières semaines pour essayer de briser cet équilibre entre le Likoud et le Parti bleu-blanc, entre les deux blocs qui ne parviennent pas à avoir une majorité, rien ne change. Et on a le sentiment que les Israéliens restent figés sur leur position. Comment vous expliquez cela ? Bon, d'abord, ce sont des sondages et les sondages valent ce qu'ils valent au moment où ils sont faits. Donc, et puis. Oui, mais la tendance est toujours la même depuis plusieurs semaines. C'est toujours la tendance. Cependant, vous pouvez remarquer que il y a 2 semaines, il y a toujours lorsqu'on fait des sondages, on fait 2 sondages. D'abord le sondage des partis, puis aussi qui est parmi les 2 candidats principaux au poste de Premier ministre, donc Gantz et Netanyahou, quel est celui qui est le plus apte et le plus capable d'être Premier ministre. Au niveau de ces sondages-là, il y avait eu Gantz avait pratiquement rattrapé tout son retard sur Netanyahou. On arrivait presque à égalité des capacités donc d'être Premier ministre. Et ces derniers jours, depuis une dizaine de jours, surtout après les différentes interviews que Gantz a données en début de semaine, la différence est de nouveau à l'avantage de Netanyahou. D'abord, comment vous expliquez cela et finalement quel impact, puisque ça ne change rien dans les intentions de vote? Oui, mais tout juste, c'est un indicateur. Très souvent, lorsque l'on voit, parce que les gens ont plus facilement la possibilité, les gens prennent du temps avant de changer de choix. Et très souvent, ils ne veulent pas parler vous savez, quand on fait un sondage, on téléphone à une personne, etc. Oui. Il doit répondre rapidement. Et de temps en temps, il a peut-être l'indécision, les questions qu'il se pose, il ne les répercute pas au sondeur. Donc il est possible. Mais ce qui est intéressant, donc de nouveau, c'est de voir cette tendance que ces derniers jours, Netanyahou ouvre à une différence entre lui et Gantz. Il me semble que mercredi soir, j'ai cru voir à la télévision qu'il y avait plus de 12 à 13% dans un des sondages de différence entre Netanyahou pour de son aptitude à être Premier ministre par rapport à Gantz, ce qui n'était pas le cas il y a 10 jours. Donc ça, c'est toujours un indicateur avant qui peut expliquer après un changement de choix des partis. Ça prend un peu plus de temps psychologiquement parlant, ça prend plus de temps quand quelqu'un a arrêté son choix de changer. Et donc, je crois que ça peut être un indicateur. Ceci étant dit, je pense que au fond, ce qui va véritablement être déterminant pour les prochaines élections, c'est le taux de participation. C'est-à-dire que ça soit dans les populations de droite, populations de gauche et les citoyens arabes. Là, à mon avis, c'est là où la décision va se faire. Si la droite arrive à plus mobilisé qu'aux précédentes élections, parce qu'il semblerait, de nouveau, je travaille pas dans les instituts de sondage et dans les états-majors des partis, qu'il y aurait eu moins de participation des gens qui sont potentiellement à droite qu'à gauche lors de la deuxième élection au mois de septembre. Donc là, c'est ça un peu l'enjeu. C'est est-ce que
quel va être le taux de participation des gens qui ont tendance à voter à droite, des gens qui ont tendance à voter à gauche, et de la population arabe, lorsque l'on voit que la population arabe a voté à 10% de plus entre septembre et avril. Est-ce que l'on va retrouver le taux d'avril, ce qui ferait baisser le nombre de députés du parti arabe unifié, ou s'il y aura une plus grande peut-être même une plus grande participation. Donc là aussi, ce sont des enjeux qui vont déterminer le résultat. Mais personnellement, je pense qu'il y aura, quoi que le résultat, je ne pense pas qu'on arrivera à une 4e élection. C'est quelque chose qui peut mettre en danger même la démocratie israélienne. Économiquement parlant, je suis assez bien placé pour en parler. Ça, c'est très dangereux. On ne peut pas continuer à vivre avec un pays sans budget. Il y a des décisions qui doivent être prises. Ça peut remettre en cause aussi la stabilité économique du pays. Je crois qu'on va arriver à une solution, quelle qu'elle soit. Mais je pense qu'on aura terminé avec les élections le 2 avril, le 2 mars. Le 2 mars prochain. Un mot sur cette polémique autour du débat télévisé, du duel télévisé entre Benny Gantz et Benyamin Netanyahou. Depuis que Benyamin Netanyahou est Premier ministre, il n'a pas véritablement beaucoup participé à ce genre de débat. On dit qu'il avait été traumatisé par un débat en 1999 avec Yitzhak Mordechai à l'époque, et c'était à la veille de son départ de la vie politique, après son échec face à Ehud Barak. Et cette fois-ci, c'est Benyamin Netanyahou lui-même qui revient à la charge et qui propose à Benny Gantz de faire un duel télévisé, et c'est Gantz qui refuse. Vous pensez qu'il a bien fait de refuser, Benny Gantz ? Personnellement, oui. Après avoir vu les interviews qu'il a données à la télévision, on sent qu'il n'est pas encore bien. N'oublions pas que Gantz n'a jamais été ministre, n'a jamais été député, enfin depuis la série d'élections, donc n'a jamais eu et on sent qu'il est beaucoup moins à l'aise devant les médias et plus particulièrement devant les médias télévisés que Netanyahou. Et là, c'est la grande différence. Je pense qu'on l'a vu tout à fait nettement lors des interviews qu'il a données samedi soir dernier. On sent qu'il hésite, et on sent qu'il fait de temps en temps des erreurs, qu'il a un peu des difficultés à réellement expliquer, à se défendre face aux attaques des journalistes, qui étaient d'ailleurs tout à fait honnêtement, c'était pas des interviews favorables à monsieur Gantz. Au contraire, c'était des interviews difficiles, et là on a senti une certaine hésitation. Est-ce que ça peut poser des doutes sur ses capacités d'être Premier ministre, ça chacun jugera. Mais il est évident que je pense que ses conseillers ont bien compris que devant un chef comme un artiste, on va dire, un artiste comme Netanyahou, surtout dans tout ce qui concerne les rapports avec la presse, avec les interviews, je pense que là il aurait eu beaucoup de difficultés, et je pense que Netanyahou, qui n'a plus rien à perdre parce que il joue son va-tout, je crois qu'il a tout pris, il a absolument besoin d'une majorité à 61 sans Lieberman pour s'en sortir, même avec ses démêlés juridiques. Je crois que il a rien à perdre. Et là, et surtout vu que dans les sondages il est limite, hein, on est au un statu quo. Là, je crois qu'il a bien sûr qu'il a demandé un débat. Mais je pense que Gantz a bien fait de pas l'accepter. En tout cas, lui, il était même prêt, d'après ce que on lit dans la presse, mais ce sont ses conseillers qui lui ont donné. Là, je pense que ses conseillers l'ont bien conseillé. Alors, il nous reste une minute. Vous avez été à une époque, on va dire, relativement proche, on va dire, d'Avigdor Lieberman. Oui. Aujourd'hui, vous êtes bien éloigné de lui, mais est-ce que vous pouvez comprendre ce qui se passe dans sa tête, et est-ce que vous pensez que il fera la différence au lendemain des élections? Alors d'abord, pour la première partie de votre question, je ne comprends absolument pas les nouvelles directions qu'il a prises ces derniers temps, mais je suis pas le seul. Je connais des gens qui sont qui sont encore beaucoup plus proches que de lui aujourd'hui, et qui n'arrivent pas toujours à suivre. Et pourtant, il a tout de même toujours dans les sondages 6, 7 mandats, 8 mandats. Oui, parce qu'il a, à mon avis, récupéré les voix de Kulanu, de Kahlon. De Kahlon, voilà, exactement. Je crois qu'il s'agit des gens qui sont au centre et qui n'aiment pas Netanyahou et qui avaient voté Kahlon, peut-être même Feiglin d'une certaine mesure, et qui se sont reportés chez lui. Donc il a récupéré, au moins à mon avis,
un mandat et demi de Kahlon, plus encore peut-être une toute petite partie d'anciens Likoudnikim qui n'acceptent pas d'avoir à la tête du parti quelqu'un qui est qui a des problèmes avec la justice. Donc il est à 7, c'est un peu, il n'oublie pas, il faut pas oublier qu'il était à 5 au mois de, donc il a une base de 5 députés. Il est arrivé à mon avis à récupérer une partie des voix et peut-être de Gesher aussi, ceux qui avaient voté Orly Levy aussi au premier tour. Donc voilà, donc on en est là. Il a un peu perdu de l'enthousiasme qu'il y a eu après sa décision, donc il n'aura pas à mon avis 8 députés, mais 7 c'est tout à fait logique selon ce qu'on a vu dernières élections. Il semblerait que c'est lui de nouveau qui devra décider du futur Premier ministre. Si l'on entend bien entre les mots, c'est qu'il soutiendra Gantz, c'est pas Netanyahou. Et là, il faut que les gens qui prennent la décision de voter Lieberman, à mon avis, en soient conscients. Mais enfin, il peut encore nous surprendre. Il peut encore nous surprendre. Il est suffisamment imprévisible pour nous surprendre, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup, Ariel Picard, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairé à la fois sur le coronavirus, de par vos fonctions au ministère de la Santé, et sur la carte politique israélienne à 10 jours des élections. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel. Merci beaucoup.